aussi parce que les initiatives qui sont entreprises par l'École de la Paix sont précieuses. Merci aussi à la médiathèque et puis à l'ensemble du personnel de nous accueillir dans ces si beaux locaux et puis de nous faire un accueil si soigné, si délicat et si chaleureux. Euh, euh, lorsque Martine Plisson m'a fait l'amitié de venir souffler les 20 bougies, elle a essayé de voir un petit peu dans mon catalogue La Redoute quel était le sujet que je pouvais aborder avec vous. Et alors on est tombé sur celui-là, il est marqué au-dessus. On a utilisé la dernière technologie à la mode, vous voyez, on utilise les PowerPoint, mais je préférais écrire à la main plutôt qu'à l'ordinateur. Voilà, donc le sujet que je vais aborder avec vous ce soir, c'est franchement, vous croyez vraiment que l'enfer, c'est les autres? Donc ça va être une réflexion qu'on va porter ensemble sur le... Comment on pourrait dire, si on était des vrais philosophes, on dirait une réflexion que nous allons porter sur le statut de l'altérité. Hein, manière, si vous voulez, d'établir une distance, une opacité, et puis de rendre difficile la compréhension de la conférence. Bon, plus simplement, si vous voulez, ce qu'on va essayer d'aborder, c'est peut-être revenir tout simplement à vous savez, l'appellation, des fois quand on dit autre, des fois on dit autrui, des fois on dit altérité, des fois on dit aussi alter ego. Et alter ego, le mot est assez joli, hein, puisque dans alter ego, bah, finalement, ce mot-là, et j'y reviendrai tout au fil de ma petite couillonnade, vous verrez que le mot alter ego est intéressant parce qu'il porte en lui alter et ego. Altération, ça laisse entendre alors que se confronter à l'autre, front contre front, c'est s'exposer soi-même à ce qui peut m'altérer, à ce qui peut m'abîmer, à ce qui représente par conséquent un risque et une perte. Hein. Lorsque une pièce de métal est altérée, elle perd du volume, elle perd de l'affûtage, elle perd de l'intégrité. Donc il y a de ça, si vous voulez, dans alter. Puis en même temps, alter ego. Et ego, qu'est-ce que ça laisse entendre de l'autre? Ben, qu'il est comme moi. Et par conséquent, il y a quelque chose en lui que j'ai déjà en moi, il y a quelque chose en moi que j'ai déjà en lui. Il y a, pourrait-on dire, une familiarité, voire une fraternité immédiate qui pourrait nous lier l'un à l'autre. Alors voilà, si vous voulez, le mot alter ego est pas mal, parce qu'il laisse entendre, si vous voulez, que l'altérité, l'autre, celui-là qui n'est pas moi, en même temps, il l'est un peu. Celui-là duquel je me méfie, il pourrait être mon frère. Celui-là qui est mon frère, j'ai peut-être intérêt à m'en méfier. Donc il y a toute cette ambivalence très féconde que je vais essayer de réfléchir un petit peu avec vous ce soir, si vous le voulez bien. Oui. Très bien, il y a une personne qui le veut bien. Voilà comment je vais procéder. Je ne vais pas parler en mon nom propre. Hein. J'ai pas de système. J'ai pas produit de système. Hein. Je suis pas comme l'a succinctement rappelé tout à l'heure Martine. Je suis pas un philosophe au sens où on l'entend, tellement ils sont assourdissants. Hein. J'ai pas produit de système. Mais bon, très modestement, je vais plutôt mobiliser un peu des auteurs. Alors, pour traiter cette question, regardez, je vais faire appel à Descartes, Rousseau. C'est beau la technique, hein? Hegel. Et après, je me souviens plus. Alors, bien sûr, les gens disent l'enfer, c'est les autres. Ça fait bien sûr référence à un auteur que vous avez tous sur les lèvres. Et c'est bien sûr Sartre. Il y en a deux, effectivement, qui ont une culture philosophique dans la salle. Et je ferai aussi appel à Sartre, mais simplement sur ma conclusion. Donc, voilà un petit peu les auteurs sur lesquels je vais prendre appui pour essayer un petit peu d'explorer ce rapport très énigmatique à l'autre. Je dis rapport très énigmatique à l'autre. En fait, cette question-là, la première fois que je l'ai abordée, pour tout vous dire, à l'invitation de résidents d'un hôpital psychiatrique, là où j'habite, à Nîmes. J'habite à Nîmes. Rassurez-vous, il fait aussi mauvais que chez vous. Et depuis 6 ans, à Nîmes, j'interviens dans cet hôpital de jour. Et en fait,
Sous quelle forme sont mes interventions? Ce sont les patients qui me convoquent une fois dans l'année. Donc il y a une cinquantaine de patients. Il y a le personnel soignant aussi. Et puis, on a une séance toute la matinée. Et c'est eux qui me mettent à l'épreuve. Ils veulent que je traite une question philosophique tout au fil de l'année avec eux. Et si j'ai bonne mémoire, la deuxième année, la première année, ils voulaient savoir en quoi la culture pouvait soigner. Si la culture pouvait soigner. Il me dit, mais toi qui fais de la culture, qu'est-ce que tu viens faire à l'hôpital? Le truc, soit vous essayez de répondre, soit vous en allez quand même, quoi. Hein. Donc c'est là-dessus qu'ils m'ont interrogé pendant un an. Et puis la deuxième année, ils m'ont dit, nous, le rapport à l'autre, il est infiniment périlleux. Il est toujours marqué au sceau d'une prise de risque, d'un danger, puis des fois d'une complicité, et puis d'un salut. Des fois c'est la perte et des fois le salut. Donc est-ce qu'on pourrait réfléchir avec toi sur la question de la relation avec l'autre qui est des fois l'enfer, qui est des fois le paradis? Et j'ai dit banco. Et donc ensuite je les revois une fois par mois à l'hôpital. Donc il y a tous les malades, enfin tous les résidents, pardon, il y a tous les soignants, il y a les curieux des villages alentours, il y a la famille, on se trouve dans une salle à 120 à peu près. Je traite le sujet sous 6 aspects différents, une fois par mois. À chaque fois, je le traite de manière différente. Et puis, une fois que le sujet a été abordé, question avec la salle. Ensuite, il y a un petit apéro qui est organisé par les résidents. Un chouette apéro, d'ailleurs, avec tapenade, enfin, tradition nîmoise, hein, tapenade d'olive noire, tapenade d'olive verte, brandade, enfin, des trucs très fortiches et tout. Bon, et là, c'est du costière de Nîmes. On essaie de boire du local, hein. Des fois ça nous coûte, mais enfin, des fois on va faire autrement. Hein. Et par conséquent, cette question-là, si vous voulez, moi je l'ai abordée avec eux pendant un an, et ensuite elle a été réinvestie dans les groupes de parole par les thérapeutes qui s'occupent des résidents. Donc c'est vraiment une question qui était très intéressante à creuser, et je me suis dit, ma foi, puisque je l'ai traité avec des résidents d'hôpital psychiatrique, je peux tout à fait le traiter avec vous. C'était la fin de l'introduction. Oui, alors je vous ai dit, je voudrais me rapporter à l'autre, essayer de penser comment ça se passe, la confrontation à l'autre, en mobilisant un premier auteur, et celui auquel je vais faire appel, c'est l'ami Descartes. Parce que, vous savez, Descartes, il a une radicalité, hein, parce que c'est à la mode maintenant, la radicalité, le radicalisme et tout ça. Il a une radicalité intellectuelle qui est très intéressante. Il dit, pas si vite, pas si vite, pas si vite. Il n'est pas certain, en fait. Il n'est pas certain du tout, que nous nous confrontions aussi facilement à l'autre. Il n'est même pas certain que autrui soit là, devant nous, comme une évidence. Alors il le dit, mais il ne se contente pas de le dire, il l'écrit aussi. Je vous ai recopié le texte. Vous pouvez mettre vos yeux. C'est tiré des méditations métaphysiques. C'est un passage dans la deuxième méditation. Je vous ai dessiné un œil à une fenêtre parce que ça illustre assez bien le truc. Imaginez Descartes en situation. Il est à sa fenêtre ou il est à son balcon. Et voilà ce qu'il nous raconte. Si par hasard je ne regardais d'une fenêtre des hommes qui passent dans la rue, desquels je ne manque pas de dire que je vois des hommes. Et cependant, que vois-je de cette fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes fins qui ne se remuent que par ressort. Mais je juge que ce sont de vrais hommes. Vous voyez ce qu'il est en train de dire ici, Descartes? Descartes, il a son balcon comme ça. Genre, il se grille une clope, peinard, comme ça. Il voit passer des gens dessous. Eh ben non, non. En tant que philosophe, il dit pas si vite. Je ne suis pas en mesure de dire que je vois passer des gens dessous. Que vois-je passer sous mon balcon? Chapeau, manteau. Qu'y a-t-il sous les chapeaux, manteaux? Ah, je pourrais dire facilement des gens. Pas vrai? Qu'est-ce qui me le prouve? Si j'essaie d'être le plus honnête du monde, qu'est-ce que je vois sous les chapeaux et les manteaux? Des corps qui se déplacent. Si éventuellement j'en prends un et je l'ouvre de bas en haut avec un scalpel bien affûté, qu'est-ce que je vais découvrir? L'homme? Qu'est-ce que je vais découvrir? Une âme? Qu'est-ce que je vais découvrir? Un semblable? Pas du tout. Je vais découvrir un jeu de poulies, une mécanique parfaitement huilée, une machinerie particulièrement précieuse, une horloge admirable, sans doute faite par le grand architecte,
par le grand horloger du monde. Mais en tout cas, nous dit Descartes, si on essaie d'être le plus franc et le plus honnête du monde, lorsqu'on se met à son balcon et qu'on voit défiler la foule, on ne voit pas dans la foule les hommes. On n'a jamais vu les hommes. On est bien rapide en besogne quand on va dire qu'il y a là des alter ego. Il y a là simplement des chapeaux, il y a sous les chapeaux des mécaniques, il y a peut-être des mécaniques qui ont l'apparence des êtres humains, mais qu'est-ce qui me prouve et qu'est-ce qui me permet de leur accorder une humanité égale à la mienne? C'est bien rapide tout ça. Et d'ailleurs, Descartes, il est d'un temps où il y a une espèce de folie douce qui s'empare de toutes les cours, hein, à partir de Descartes et puis le siècle qui va suivre aussi, hein, il y a une espèce de folie, de marotte, on s'entiche des automates. Par exemple, à l'époque, il y a un ingénieur, le mec qui s'appelle Vaucanson, peut-être ceux qui connaissent Johann Sfar et puis les bandes dessinées de donjons connaissent aussi. Et Vaucanson, qu'est-ce qu'il caractérise? Ce type comme ça monte à la cour du roi de France et il dit roi, roi, enfin je sais pas si on dit roi, roi quand on monte à la cour, enfin il y a peut-être des procédures, hein, peut-être des trucs, des entretiens avec machin. Bon, enfin toujours est-il, car le roi, et il présente un canard qui... Qu'est-ce que ça fait un canard? Ça cancane. Merci. Ça clabaude aussi, non, je crois. Enfin, ça mange. Enfin, il mange, il bruite, il nage, il chie. Le roi, en extase. Il en faut peu quand même pour les maîtres du monde, hein, pour les mettre en sidération. Hein. Ah voilà, toujours est-il que ça déclenche comme ça les enthousiasmes. Hein. C'est la même époque aussi, enfin c'est un peu plus tard, où va tourner dans toutes les cours d'Europe un célèbre ingénieur qui va présenter un joueur d'échecs mécanique sous la forme d'un petit turc mécanique devant un jeu d'échecs. Et là encore, ça déclenche les enthousiasmes et les sidérations. Et c'est un peu dans ce contexte, si vous voulez, que Descartes il écrit ce texte. Descartes, il est un des premiers penseurs de l'animal-machine, il est un des premiers penseurs qui dit « N'allons passer vite en besogne, et admettons peut-être cela, que je n'ai pas rencontré l'autre, mais que je suis confronté à cela qui a une pure présence mécanique, corporelle, organique, de laquelle il est bien hâtif de dire qu'il y a là une humanité qui vaut la mienne. » Vous voyez ça? Je crois qu'il faut commencer par ça. Il faut commencer par ça, il faut avoir cette espèce de travail de vidange, si vous voulez, des préjugés, et peut-être qu'on comprendra mieux alors ce qui se joue dans une cour de récréation. Cour de récréation de crèche. Hein. Mon titre c'est « L'enfer c'est les autres », l'enfer c'est les autres dans la crèche. Hein. Peut-être, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un enfant. Voilà. Si vous savez ce que c'est qu'un enfant de moins de 5 ans, hein, on est quand même dans du lourd, hein, on est quand même du gros niveau là. Hein. Scène de genre, hein, je vais faire de temps en temps des vignettes cliniques. Hein. Alors, vignette clinique numéro 1, scène de genre, on est dans une cour de récréation d'une crèche. Jean-Kévin, on ne va pas faire de ségrégation de classe, hein. Jean-Kévin est sur le tracteur en plastique, à pédale, il est heureux. Il est comme DiCaprio à l'entrée du Titanic, le roi du monde, hein, il est sur son tracteur. Arrive Jennifer. Jennifer veut le tracteur. Normal, les couleurs sont vives. Jennifer est ennuyée, pourquoi? Parce que Jennifer constate que le siège qu'elle convoite, sur lequel elle veut s'asseoir pour appuyer sur les pédales du tracteur, le siège est occupé par un encombrant. Et que fait-elle, Jennifer? En toute bonne foi, sans méchanceté aucune, j'insiste là-dessus. Elle s'empare de Jean-Kévin. C'est pas Jean-Kévin, elle s'empare de l'encombrant. Je vais vite quand je dis Jean-Kévin. Si je fais une phénoménologie de Jennifer voulant récupérer le tracteur à pédale, je dis pas Jean-Kévin. Je dis il y a un encombrant qui me gêne quand je veux monter sur le tracteur à pédale. Et que fait Jennifer? Elle prend l'encombrant, elle le déplace. Comme vous, quand vous avez une poubelle sur le trottoir qui vous emmerde parce que vous voulez passer, qu'est-ce que vous faites? Vous déplacez la poubelle. Vous n'avez aucune méchanceté à l'égard de la poubelle. Il n'est d'ailleurs aucunement question que vous ayez de la haine pour elle, aucunement question que vous ayez du respect pour elle. Elle vous dérange, vous la déplacez. C'est un objet encombrant. Eh bien, Jennifer ne fait rien d'autre avec cela que vous appelez Jean-Kévin et qui est votre fils. Elle le déplace comme un encombrant. Jean-Kévin tombe, s'écorche et pleure. Vous croyez que Jean-Kévin pleure parce qu'il a mal? Mais c'est allé bien vite en besogne. Si je me mets à la place de Jennifer, que s'est-il passé? Eh bien, lorsque
l'objet encombrant est tombé, il a fait un bruit. De la même manière que lorsque vous écrasez du talon une balle de ping-pong, elle fait un bruit. Et bien de la même manière, lorsque Jean-Kévin tombe, il fait un bruit. N'imaginez pas qu'il y a là une âme en souffrance. Considérez qu'il y a une machine qui s'abîme. Vous voyez le talon sur la balle de ping-pong? Vous voyez Jean-Kévin qui tombe directement? Peut-être un chaton aussi avec des ciseaux de couturier, il va faire sans doute autant de bruit qu'une balle de ping-pong qu'on va broyer au talon. Hein. De là à supposer qu'il y a chez le chaton une sensibilité n'exagérons rien. C'est aller bien vite en besogne. Il faut commencer par ça. C'est par ça que commence Descartes. Descartes nous explique que nous sommes très rapides, nous sommes trop rapides lorsque nous accordons à autrui le statut d'autrui. Nous sommes trop rapides lorsque nous disons que l'enfer, c'est les autres, parce qu'en fait, il n'est pas certain que nous ayons en face les autres. Nous avons d'abord en face de nous des encombrants. Nous avons en face de nous des corps qui nous dérangent. On pourrait peut-être même presque dire, là je quitte les plaisanteries que j'ai pu raconter peut-être sur la cour de récréation, mais les horreurs que nous avons connues dans le XXe siècle avec les camps multiples, puis peut-être qui sont aussi en train de se réagencer, ne font rien d'autre aussi que de n'accorder nulle part à la personne le statut de personne, parce que la personne ne se présente pas à moi comme une personne, mais elle se présente d'abord comme un corps encombrant que je déplace. Vous voyez ça? L'objectivation, la manière avec laquelle je pense l'autre, non pas comme autre, mais comme objet, c'est le premier sentiment qui me rapporte à ce que nous appelons rapidement l'autre, mais qui ne l'est pas, dans le premier rapport que j'établis avec lui, mais qui n'est pas lui. Ça va, ça? Vous le saisissez? Descartes a peur de ce qu'il vient de découvrir. Hein. Il a tellement peur que, vous voyez, à la fin, il dit « mais je juge ». Le texte, il l'écrit en latin d'abord, il le traduit ensuite en français. En latin, c'est « sed iudico hein. ». Mais je juge que ce sont de vrais hommes. Il y a un sursaut, parce que c'est pas un salaud, Descartes. Hein. Descartes, il voit passer un Jean-Kévin sur son tracteur, il ne va pas le jeter quand même. Il lui demande la permission. Hein. Mais je juge « sed iudico ». C'est-à-dire que Descartes se rend compte qu'il y a en lui quand même une capacité à mobiliser le juge intérieur. Et le juge intérieur, c'est quoi? C'est la conscience morale. Donc Descartes a un sursaut moral, et ce sursaut moral, qu'est-ce qu'il lui permet de faire? Il lui permet d'échapper à cet enfer. Et cet enfer, c'est pas de dire que l'enfer c'est l'autre. Cet enfer, c'est le moment où je nie que l'autre puisse être autre, parce que je le traite simplement comme objet. Ça va, ça? Vous le saisissez? Donc il faut commencer par ça, parce que c'est quelque chose qui est assez terrible, mais je crois que c'est quelque chose par lequel nous avons, pour ainsi dire, l'obligation de faire le détour. Le rapport à l'autre, avant d'être problématique, n'existe pas. L'autre est l'encombrant, l'objet. Pour le dire autrement, si vous voulez, signal absent. Hop là, pas grave, rien. Pour le dire autrement, en fait, lorsque Descartes réfléchit sur alter ego, il se concentre sur alter, l'autre, et il nous dit que l'autre, il n'est qu'un pur objet. On peut l'objectiver. Il est infiniment facile. Notre mouvement premier, c'est d'objectiver l'autre. Et si l'autre, je l'objective, ben le résultat, c'est quoi? C'est qu'en fait, il n'y a pas l'autre. L'autre, il est encombrant, l'autre, il est objet. Ça va, ça? C'est clair? Bon. Faut pas s'arrêter là, hein. Sinon, c'est loin dans toutes les cours de récré, c'est une catastrophe et c'est une guerre autour du tracteur à pédales. Et c'est la raison peut-être pour laquelle nous avons besoin alors, dans une espèce de sursaut panique, d'aller voir vers un autre auteur. Et c'est le deuxième que je vais mobiliser. L'autre auteur qui va prendre le point de vue absolument inverse et que je vais maintenant vous inviter à méditer avec moi, c'est Jean-Jacques Rousseau. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est un des premiers penseurs de la pitié. Il est un des premiers penseurs de la compassion. C'est-à-dire, il dit la chose suivante. Il dit, je vais vous prendre un exemple. C'est un exemple que lui-même prend. Il dit la chose suivante. Il dit, soit le jour du marché. Nouvelle vignette clinique. Première vignette clinique, c'était la cour de récré de la crèche. Deuxième vignette clinique, jour du marché. Rousseau dit, jour du marché,
Il y a foule, et il y a notamment deux hommes qui discutent un peu véhémentement, deux philosophes qui s'entretiennent, et puis deux femmes du peuple d'origine très modeste qui n'ont que bien peu de culture et qui n'ont pas été très loin dans les études. Et voilà que les deux hommes desquels j'ai parlé au début, voilà qu'entre eux le ton monte tant et plus, tant qu'à la fin qu'ils en viennent aux mains. Que font les philosophes alors que ces deux hommes en viennent aux mains? Ils s'écartent. Parce que si vous essayez de philosopher alors qu'à côté de vous, des hommes se battent, vous avez pour ainsi dire des parasites qui mettent en danger la rigueur de l'enchaînement de votre démonstration. Par contre, continue Rousseau, que font ces dames qui n'ont aucune éducation? Elles ne le supportent pas. C'est plus fort qu'elles. Les coups que les hommes s'échangent, c'est comme si elles les recevaient elles-mêmes, à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est plus fort qu'elles. Eh bien, il y a une empathie telle qui fait que ces femmes-là ne peuvent pas supporter ce spectacle parce qu'elles ne peuvent pas l'endurer. Cette souffrance que les hommes s'infligent à eux-mêmes, voilà que ces femmes l'endurent pour elles. Et alors, que font-elles? Elles vont séparer les belligérants. Ça, dit Rousseau, c'est très riche d'enseignements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces femmes qui ne sont pas assez avancées dans la culture, qui ne sont pas assez sophistiquées, ces femmes qui n'ont pas été loin dans l'éducation, grand bien leur fasse. Elles n'ont pas été corrompues dans leur nature profonde. Méfiez-vous des arts, des lettres, de la culture. Messieurs, dames, ne fréquentez pas trop les bibliothèques. Ne fréquentez pas trop les lieux de culture. Ne fréquentez pas trop les philosophes. Parce que là, vous risquez de corrompre votre fond premier. Et votre fond premier, avant qu'il ne fût corrompu par la civilisation et la culture, qu'était-il? Eh bien, ce fond premier, vous l'aviez en commun avec les autres hommes. C'est comme si vous aviez, c'est même pas c'est comme, vous avez une disposition à faire retentir en vous un sens qui n'est pas un sens intelligible, réfléchi, rationnel, qui n'est pas non plus un sens sensoriel, mais qui est un sens émotif, qui est un sens de l'ordre de l'intuition, de l'émotion, de la sensibilité. Et cette sensibilité, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, elle vous permet de vous mettre au diapason de la sensibilité d'autrui. Et là, Rousseau nous dit la chose suivante, il nous dit, la vérité c'est la suivante, c'est que, pourrait-on dire, la perspective cartésienne est une pure vue d'esprit, parce que la vérité de ce qui se passe chez les hommes, s'ils n'ont pas l'âme aussi corrompue que Descartes, qui a été très très loin dans les études et trop loin dans les études, la vérité du cœur des hommes, c'est que tout homme, quel qu'il soit, où qu'il soit, a son cœur qui bat à l'unisson de tout homme, où qu'il soit et quel qu'il soit. Et le drame de la civilisation, c'est qu'elle étouffe l'attention que nous pouvons avoir au battement du cœur de l'autre, au diapason du nôtre. Vous saisissez ça? Et c'est la raison pour laquelle, quand il va écrire les 1000, d'ailleurs, Rousseau, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Eh bien, il va essayer de trouver, j'ai presque envie de dire, une anti-éducation. Lorsqu'il va essayer de fonder une éducation, c'est une éducation grâce à laquelle nous allons pouvoir retourner à cette spontanéité. Spontanéité des cœurs qui savent s'aimer comme s'il y avait, pourrait-on dire, une disposition innée à l'amour, à la compassion, et compassion à cum patior, c'est-à-dire avec ce que l'autre endure. Je suis toujours avec ce que l'autre endure. La dame trébuche, je ne la connais pas, je vois qu'elle trébuche en montant le trottoir, qu'est-ce que je fais? Moi-même, je sursaute et je trébuche. Vous voyez la compassion comme elle se manifeste? L'éducation, pour Rousseau, que doit-elle faire? Une véritable école de la paix, c'est une école qui ne cherche pas tant à faire apprendre des choses qu'à désapprendre pour retrouver cette sagesse ineffable, cette sagesse qui précède la corruption de la civilisation, cette sagesse qui est de l'ordre de l'empathie, de la compassion et du cœur. Un beau texte de Rousseau illustre ça. Je n'ai pas pu résister au plaisir de vous le recopier. Je vous ai fait un cœur voyant. Hein, c'est pas seulement un cœur comme ça aveugle, mais c'est un cœur qui est capable de voir, d'envelopper l'autre. Et puis c'est un cœur pleurant, parce que c'est larmoyant. Hein, Rousseau, c'est quand même c'est cucu. Hein.
Je lis ce texte, c'est très très beau. Il explique en quoi, je vais rentrer dans le détail après, mais il explique en quoi c'est intéressant pour l'enfant peut-être de se confronter à la souffrance animale parce qu'elle est pour lui insupportable. Et de ce fait, ça peut être un tremplin pour ensuite ne pas pouvoir supporter la souffrance de l'homme. L214, Rousseau, même combat. Je lis. Émile, ayant peu réfléchi sur les êtres sensibles, saura tard ce que c'est que souffrir et mourir. Malheureux Émile. Il a fait une mauvaise éducation, il a été au lycée. Les plaintes et les cris commenceront d'agiter ses entrailles. Voilà qu'il découvre un animal en souffrance, pour la première fois, alors que dans toute sa scolarité, jamais on lui a présenté la souffrance animale. Voilà maintenant qu'on lui en présente une. Les plaintes et les cris commenceront d'agiter ses entrailles. L'aspect du sang qui coule lui fera détourner les yeux. Les convulsions d'un animal expirant lui donneront je ne sais quelle angoisse. Avant qu'il sache d'où lui viennent ces nouveaux mouvements. J'ai oublié le S. S'il était resté stupide et barbare, il ne les aurait pas. S'il était plus instruit, il en connaîtrait la source. L'instruction dont rêve Rousseau. Une instruction à l'envers, vous l'avez bien compris. Il a déjà trop comparé d'idées pour ne rien sentir et pas assez pour concevoir ce qu'il sent. Comment nous laissons-nous émouvoir à la pitié, si ce n'est en nous transportant hors de nous et nous identifiant avec l'animal souffrant, en quittant pour ainsi dire notre être pour prendre le sien. Nous ne souffrons qu'autant qu'il souffre. Et cette phrase admirable, ce n'est pas dans nous, c'est dans lui que nous souffrons. Et là, la phrase, elle est magistrale, parce que qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici, Rousseau? On est vraiment dans une perspective anti-cartésienne. Descartes, tout à l'heure, comme je vous l'ai expliqué, nous disait « La rencontre avec l'autre ne se fera jamais, parce que spontanément, nous nions l'autre comme un double possible. » Eh bien, Rousseau dit exactement le contraire. La rencontre avec l'autre est infiniment facile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans nous, c'est dans lui que nous souffrons. La souffrance, l'empathie, la compassion est l'opération par laquelle il y a lui en moi et moi en lui. Donc on est vraiment dans une perspective totalement anti-cartésienne. Et pour le dire autrement, si vous voulez, si je reprends un petit schéma, la perspective rousseauiste, c'est pas simplement d'essayer de penser l'autre comme un objet à l'état pur, mais c'est essayer de se pencher sur ce qui se passe en moi, sur les tréfonds de mon âme qui est bouleversée, et je découvre que dans les tréfonds de mon âme, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une possibilité d'opérer la subjectivation de l'autre, parce qu'au fond de moi, il y a l'autre, et au fond de l'autre, il y a moi. Ça va? Je pourrais m'arrêter là, puis dire c'est génial, mon école de la paix, maintenant je peux la construire. J'arrête d'envoyer les enfants en bac S, j'arrête d'emmener les gosses dans les bacs techno, dans les bacs scientifiques, dans les bacs qui réduisent l'autre à être une planche anatomique. Je les exfiltre des classes qui sont des classes normales, qui déshumanisent le rapport à l'autre, qui ont fait des véritables handicapés de la sensibilité. Je les rapatrie en force à l'école de la paix qui fête ses 20 ans. Et à l'école de la paix, qu'est-ce qu'on fait? En boucle, on regarde et on mange du L214. On mange vegan, mais on mange du L214. On essaie de comprendre quoi? L'idée selon laquelle il y a en moi l'autre et l'autre n'est rien d'autre qu'un doublon de moi-même. L'autre n'est rien d'autre qu'un doublon de moi-même. Ben voilà, l'enfer n'est jamais les autres, sauf si je renonce et je refuse à accepter que l'autre c'est moi et moi c'est l'autre. On pourrait dire ça avec Rousseau. Je pourrais m'arrêter là. Je pourrais m'arrêter là. Sauf qu'il y a un petit problème. Je ne sais pas si vous voyez venir le petit problème. Mais le petit problème qui est un peu terrible avec Rousseau, c'est le suivant. Moi, c'est l'autre, l'autre, c'est moi. Fusion. Amour. L'autre, c'est moi c'est l'autre. L'autre, il n'existe même plus du tout comme étant celui qui pourrait être un étranger. Il est le même. Il est le même que moi. L'autre, il existe. Qu'est-ce que je viens de dire? L'autre, il n'existe plus du tout comme un étranger loin de moi. L'autre, il a un double de moi-même. L'autre, il est moi-même. Qu'est-ce que je suis en train de faire là?
Qu'est-ce que je suis en train de faire sinon une fois encore nier l'autre? Qu'est-ce que je suis en train de faire sinon de dire que l'autre je l'accepte pourvu qu'il soit une doublette de ce que je suis déjà? Qu'est-ce que je suis en train de faire sinon de dire que je m'ouvre absolument à l'autre, je déborde d'humanité, de compassion, à une condition précise, c'est que l'autre soit mon reflet. À une condition précise, c'est que l'autre ne soit rien d'autre que le miroir de ce que je suis. Donc en définitive, l'autre, est-ce que je l'accepte vraiment comme autre? Pas du tout. J'exige même de l'autre qu'il s'efface comme autre. J'exige de l'autre qu'il s'efface dans ses différences, différences que je ne supporte pas, car j'exige de lui qu'il efface toutes ses aspérités pour qu'il s'assimile absolument à ce que je suis et qu'il fasse disparaître tout ce qui pourrait le mettre hors de ma portée, tout ce qui pourrait le faire échapper à mon emprise et à mon empire. Vous voyez ça? Et ça, c'est très problématique. C'est très problématique parce que finalement, là, je viens de vous monter deux plans qui étaient très intéressants. La perspective cartésienne comme la perspective rousseauiste. Mais d'un côté comme de l'autre, qu'est-ce que je découvre? D'un côté comme de l'autre, je découvre que les deux perspectives sont des perspectives qui sont très dangereuses. La perspective du rejet de l'autre, en refusant de lui accorder la moindre humanité, parce que je me limite simplement à une apparence qui veut en faire de l'autre une mécanique, une machine, un insecte, un automate bien huilé. Cette perspective-là, on l'a compris, elle est infiniment dangereuse. Mais l'autre perspective tout aussi dangereuse est celle qui vise à dire « j'accueille absolument l'autre comme un double de moi et j'entends faire fusion avec lui ». D'un côté comme de l'autre, il y a la négation d'autrui. Vous comprenez qu'ici, on est en plein dans l'actualité. Si je m'arrête là, on est mal. On est mal, puisque j'ai pas réussi encore à traiter mon sujet. Je suis même pas en capacité de montrer le mot enfer, mais imaginez que je le montre. Je suis même pas en capacité de réfléchir à la question. Je suis pas en capacité de savoir si l'autre est un enfer, parce que pour l'instant, qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, étant dans des positions qui sont des positions de rejet ou de compréhension d'un côté comme de l'autre, total, j'échoue à reconnaître l'autre dans son altérité. Donc la question n'est même pas de savoir s'il a un enfer, parce que pour l'instant la question de l'autre n'a même pas été posée. Les solutions qui ont été préconisées, qui sont les solutions cartésiennes ou rousseauistes, après mettez les étiquettes que vous voulez aujourd'hui par rapport aux problèmes qui sont les vôtres, mais les étiquettes qui ont été posées ne permettent même pas de résoudre la question. Ouais? C'est bon ça? C'est la raison pour laquelle je voudrais, si vous voulez, mobiliser l'auteur qui va là m'accompagner dans ma troisième partie, parce que vous savez, en philosophie, il y a toujours trois parties. C'est très très important. Toujours trois parties, c'est comme ça qu'on réussit à avoir la 8 au bac, au minimum. Moyenne nationale. Et donc, c'est l'ami Hegel. Pourquoi je voudrais vous parler d'Hegel? Je ne savais pas par où le placer parce que Hegel est quand même très difficile à comprendre. Je n'allais pas vous recopier un texte de Hegel. Une anecdote qui a été racontée par un disciple de Hegel. Hegel est mort, tant mieux. Mais sur son lit de mort, il était entouré de ses amis les plus chers et puis d'un de ses disciples. Et alors qu'il était sur son lit d'agonie, il a hélé l'un de ses disciples les plus chers et il lui a chuchoté comme ça à l'oreille qu'il lui fallait traduire les œuvres d'Hegel, ses œuvres à lui qu'il lui fallait traduire. C'était important, c'était une de ses dernières volontés. Et le disciple de poser la question à Hegel, maître, très volontiers, vous savez que je vous suis tout entier soumis, mais en quelle langue dois-je traduire vos textes? Et Hegel aurait répondu en allemand. C'est vous dire le désastre. Donc on est quand même face à un texte qui est d'une grande densité, on va dire ça comme ça. Quand on est prof de philo, on dit d'une grande densité. C'est généralement des textes qu'on ne comprend pas. Donc on est face à des textes d'une grande densité. Néanmoins, si on essaie un peu comme ça de repérer les grandes étapes de la pensée de Hegel par rapport à la question d'autrui, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je passe par un texte, j'ai pas trouvé ça intéressant, je me suis dit, je vais peut-être passer par
par une situation que j'ai vécue. C'était en 2007 avec un monsieur qui s'appelait Ali, dont je vais vous parler un petit peu. Je vais vous raconter une petite histoire. Ce soir, la nuit est tombée, commence à faire froid. C'est le moment où on raconte des histoires. Nouvelle vignette clinique après la cour de récré, après la baston au marché, une petite virée à la prison des Baumettes à Marseille, avec moi, si vous le voulez bien, en 2007. 2007, j'arrive à la prison des Baumettes pour animer des ateliers de philosophie. Donc j'étais parti sur 8 heures de philosophie tous les lundis j'ai fait ça pendant 5 ans. Et donc j'avais un groupe différent toutes les années. C'était lié au calendrier civil. J'arrive, je vous raconte l'histoire, puis après je vais essayer de m'en servir pour vous expliquer un petit peu ce qui se joue avec Hegel là-dessus. J'arrive dans mon atelier, premier jour. J'arrive, donc je vais toucher 8 détenus. C'est dans un cadre, je vous mets un petit peu dans le contexte, ce sont des détenus qui vont avoir 5 jours de formation par semaine pendant 1 an, formation qui va leur permettre ensuite d'être les producteurs de leur propre film. Formation qui vont leur être allouées par des professionnels, des monteurs, des caméramans, des scénaristes, des acteurs, tout le staff des personnes qui sont autour de la création cinématographique. Pourquoi on mobilise sur le coup? Parce qu'en fait, les types, et ça c'est intéressant pour notre intervention de ce soir, les types considèrent qu'ils n'ont pas de culture, ou considèrent que ce qu'on appelle la culture, c'est réservé aux blancs des classes dominantes, avec un fort capital culturel, un peu économique, et puis qui habitent de l'autre côté du périph'. Donc c'est difficile pour eux de consentir à rentrer dans le dispositif au terme duquel ils vont être les auteurs de leur propre film. Puis c'est encore plus difficile quand en prison vous avez 9 mètres carrés pour 2 pour 3, vous avez même une caméra, c'est une caméra stylo, qu'est-ce que vous allez filmer? Donc on est obligé d'avoir confiance en ses propres forces créatives. Difficile ça. Donc c'est là-dessus que je suis mobilisé, et c'est pourquoi je fais de la philosophie avec eux, pour leur faire comprendre que comme la philosophie s'adresse à tous les hommes, la culture aussi, en tant qu'elle est finalement en jeu dans la philosophie, peut s'adresser à tous les hommes. Je touche ce type-là, il me rencontre la première fois, il ne me rencontre pas la première fois en fait. Il me voit, il fait signe comme ça d'armer un flingue, il me le fout entre les 2 yeux, me pose comme ça sur le front, il fait poum, et il me dit t'as pas ta place ici, ici il n'y a même pas la place pour la lutte des classes, ici c'est la lutte des races. Bon, je l'ai 8 heures. Je l'ai 8 heures quand même. Hein. Je peux pas dire aller au CPE. Hein. Faut que je reste avec lui quand même. Hein. C'est difficile. C'est un test. Autour, les autres vont voir un petit peu comment je vais réagir avec ça. Si je commence à mal réagir, je les ai 8 heures. Hein. C'est difficile. J'ai des lascars quand même. Hein. J'ai des lascars. Hein. J'essaie, comme dirait l'autre, d'être droit dans mes bottes, c'est-à-dire, je lui dis, bah, tu peux ne pas être d'accord avec ce que je vais raconter, tu peux pas sortir. C'est que tu es en prison avec moi, on est enfermé à double tour, tu peux pas sortir. Alors, il n'y a pas d'autre solution. Moi, je vais pas te forcer à écouter, par contre, tu peux pas sortir et tu vas rester avec moi. Comme vont rester les 7 autres, et puis ma foi, moi je vais philosopher. Ceux qui voudront m'accompagner dans le travail de philosophie pourront, mais tu vas rester. Tant pis, tu peux me menacer de mort, tu peux même porter la main sur moi si tu veux, mais moi je vais continuer, c'est tout. C'est ce qui va se passer. Je vais m'assurer dans la durée. Donc je vous cache pas que nos relations vont être quand même un petit peu dures quand même. Hein. Je vais vite, mais enfin ça a démarré avec une menace de mort, puis très vite il m'a fait comprendre quand même. On est en 2007, mais il me fait vraiment comprendre C'était avant en fait que la Syrie soit conquise par Daesh. Il était radicalisé, il était salafiste et il venait des Comores. Et c'était intéressant parce que en fait déjà alors que le pays de Cham, la Syrie, n'était pas conquise par Daesh,
Déjà, il me disait, de toute façon, notre projet, c'est conquérir un territoire rien qu'à nous, qui soit un territoire pur, qu'il n'y ait pas de mélange, où on pourra vraiment fonder un islam qui sera un islam pur. À l'époque, eux, ils le voyaient plutôt du côté de la Libye. Finalement, ça s'est déplacé, puis ça s'est installé en Irak. Donc, très clairement, il me montrait en fait que j'étais un sous-homme, que j'avais pas à m'adresser à lui, qu'il n'avait pas à me parler, que j'étais un chien, que j'étais plus qu'un mécréant, et que je méritais pas du tout la considération. Moi, je reste malgré tout campé. Je reste, je tiens, je tiens, je tiens. Et un beau jour, il commence à avoir il commence à avoir un peu de considération pour moi parce que malgré toutes les piques qu'il envoie, malgré toutes les humiliations qu'il me fait, malgré tous les propos racistes qu'il m'envoie dans la figure, moi, je n'essaie pas dévier. Je continue, je suis fidèle à mon truc. Et à un moment sur une pause, comme ça, il reste dans la salle alors qu'avant, systématiquement, il se cassait. Puis il commence un peu à discuter avec moi. Donc il m'agresse pas. Et il me demande un peu, pour la première fois au bout de 6 mois, un peu qui je suis. Jusqu'à présent, j'étais que l'ennemi à tuer. Il me disait de toute façon, ton sang il est halal, je peux le verser, c'est pas grave. Après, il essaie de voir autre chose et il me dit, mais qui t'es au fond, qu'est-ce que tu fais de ta vie et tout ça. Donc je vous l'ai dit, il était comorien et à l'époque, j'avais à la maison une petite qui était une petite qui venait de Madagascar, dont je m'occupais. Et alors, ça l'a complètement étonné que je fasse ça. Et elle me dit, ah, tu fais ça, tu fais la zakat. La zakat, vous savez, c'est dans l'islam, c'est lorsque vous faites un don, une offrande, notamment lors de la période, qui est la période du Ramadan, par exemple. Hein. Et c'est comme ça que, ben, au fond, on pourrait dire, vous faites une action de grâce, vous faites la charité, et ainsi, ben, on peut dire que vous améliorez et vous assurez un peu plus votre âme au paradis. Et je lui dis, mais non, je fais pas la zakat, je fais pas ça pour assurer mon âme au paradis, je fais pas ça pour moi, je fais ça pour elle. J'attends rien en retour, même pas de Dieu, je suis athée. Et là, ça a été une stupéfaction pour lui. Ça a été vraiment une stupéfaction pour lui que je puisse faire ça sans avoir un intérêt derrière. Alors bien sûr, j'étais toujours un chien d'infidèle, mais pourtant j'étais capable de faire un acte auquel il s'attendait absolument pas. Mais pour qu'il y ait pu avoir cette conversation, puis cet échange, il a fallu beaucoup de temps, il a fallu beaucoup de séances. Et pendant toutes ces séances-là, je ne vous cache pas que j'en ai pris vraiment beaucoup dans la figure quand même. Hein. Pas physiquement, mais enfin quand vous êtes enfermé 8 heures par semaine avec quelqu'un qui systématiquement comme ça vous cherche et vous humilie, c'est dur, quoi. C'est quand même dur. Hein. Puis vous dites non, je dévierai pas, je rentrerai pas dans son jeu, je chercherai pas la merde, mais je vais lui montrer que je tiens mon axe, je résiste. Et j'ai une volonté plus forte que la sienne. Vous voyez ça? Suivez l'exemple. À la fin, il sort son film, Ali. Et quand il sort son film, on a eu de plus en plus de discussions. Il attendait qu'il y ait la pause pour engager des discussions à caractère philosophique avec moi. Et un jour, on discute vraiment très clairement ensemble de la question de savoir si le suicide c'est haram ou pas. La question de savoir si le suicide c'est péché ou pas. Mais vraiment, il est très ouvert. Pour la première fois, il a vraiment une vraie curiosité. Alors, je lui offre des textes qui sont des textes de Sénèque, par exemple, notamment la lettre 70 sur le suicide, où il dit le rapport au suicide, c'est pas simplement quelqu'un qui détruit sa vie, mais ça peut être quelqu'un qui considère que le plus important, c'est pas de vivre, le plus important, c'est de bien vivre. Et si on touche à ta dignité ou à ton honneur, des fois, il vaut mieux renoncer à sa vie plutôt que de vivre en étant souillé dans sa dignité et son honneur. Et comme Ali était un mec dans lequel j'avais reconnu moi-même une grande fierté et un grand honneur, j'avais reconnu moi-même une grande fierté et un grand honneur, j'ai donné cet argument-là et il l'a apprécié. Il m'a reconnu comme étant quelqu'un digne d'estime quand j'ai parlé de la gamine que j'ai hébergée pendant 8 ans. Et moi, je l'ai reconnu digne d'estime quand j'ai compris qu'effectivement, derrière cette violence, derrière cette fermeture, il y avait quelqu'un qui était nourri de quelque chose qui avait à voir avec la fierté et le devoir. Il y a une reconnaissance réciproque. Vous me suivez toujours? Cette reconnaissance réciproque, elle n'a pu se faire qu'au bout d'1 an de combat extrêmement dur, dans lequel ni lui ni moi, nous n'avons qu'à lâcher. Lui, jamais il a capitulé en disant ouais, allez, c'est bon, j'arrête de t'emmerder. Et moi, jamais j'ai capitulé en disant bon, allez, c'est plus possible, vas-y, fais des mots croisés ou va mater une vidéo dans la salle à côté. Non. On a tenu bon, lui comme moi. Et c'est grâce à ça qu'on s'est reconnus, lui comme moi, comme étant des êtres de volonté.
Vous me suivez toujours? Le résultat, c'est quoi? C'est qu'à la fin, il fait un film, Ali. Et dans le film, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en scène lui-même. Pas entièrement, il veut que la caméra soit arrêtée au niveau des jambes. Et il joue un personnage qui monte sur un tabouret. Et puis, le tabouret tombe et les deux jambes du personnage que joue Alice basculent dans le vide. Et il joue un suicidaire. Il joue. Il n'est pas, bien sûr. Il joue un suicidaire. Parce qu'à l'époque, dans la prison, il y avait eu beaucoup de situations de suicide qui étaient infiniment traumatisantes pour nous tous. Et en fait, cet acte-là, moi, je l'ai vraiment trouvé comme quelque chose d'infiniment honorable, quoi. Parce que ça veut dire qu'il avait sans doute repéré quelque chose ici de ce que j'avais pu lui dire. Il va sortir de prison, Ali, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va animer des ateliers d'écriture. Et moi, je vais sortir de prison, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ce bouquin, La Zanzon, dans lequel il y a un des personnages. Et c'est joli ce destin croisé qu'on a pu avoir ensemble. Et pourquoi j'en parle de ce destin croisé? Après, je vous parlerai peut-être d'une autre histoire, mais peut-être dans le jeu des questions et des réponses. Je vous parlerai peut-être après d'un autre destin croisé que j'ai vécu avec Fares. J'ai vécu il n'y a pas si longtemps. Parce que je bosse aussi avec la PJJ, puis les centres d'enfermement, vous savez, pour les mineurs, les centres éducatifs fermés. Mais avec l'exemple que je vous ai donné, j'espère peut-être vous rendre un peu plus clair la pensée de Hegel. Et alors, on va peut-être mieux voir en quoi elle peut nourrir notre réflexion sur l'enfer, c'est les autres. Qu'est-ce qu'il nous dit Hegel? Il nous dit Hegel la chose suivante. Il nous dit, de toute façon, quand A et B se rencontrent pour la première fois, systématiquement, A et B cherchent à se manger la tête l'un l'autre. Et il y en a un qui va chercher à écraser l'autre. On pourrait presque dire que l'intuition cartésienne, elle est assez juste. Le premier rapport que j'ai avec l'autre, c'est un rapport dans lequel je lutte contre l'autre. Le premier rapport que j'ai avec l'autre, c'est simple, c'est quoi? Moi, j'ai toujours une très haute idée de moi-même. Je sais que je suis infiniment précieux. D'ailleurs, je m'aime bien. Et vous aussi. Et puis, dès lors que vous allez rencontrer quelqu'un, a priori, vous l'aimez un petit peu moins que vous. Parce que vous ne le connaissez pas. Et a priori, on pourrait presque dire que le premier rapport que vous avez avec l'autre, c'est un rapport où l'autre, il est objectivé. Tout simplement. Parce que vous avez une haute idée de votre subjectivité. Parce que vous savez très bien que vous êtes un être humain avec une subjectivité, avec une sensibilité. Et l'autre, là, spontanément, c'est pas si évident. Vous avez une vie, vous avez vécu, vous avez droit à des égards. Et l'autre, au nom de quoi se permettrait-il d'en avoir autant, voire plus que vous? C'est très difficile. Exemple, c'est les transports en commun. Transports en commun, il y a une place vide, vous essayez de la prendre un petit peu avant l'autre quand même, hein, parce que vous estimez que vous avez droit à cette place-là. Hein. Et puis quand les autres vous poussent sans ménagement pour prendre la place dont vous estimez qu'elle vous était échue, vous bougonnez. Mais vous bougonnez, mais au fond, qu'est-ce que vous faites? La même chose avec l'autre que ce que l'autre fait avec lui, avec vous, pardon. Donc le premier mouvement, nous dit Hegel, c'est quoi? C'est une lutte dans laquelle, en définitive, chacun essaie d'imposer à l'autre cela, que lui est un sujet libre, que je suis un sujet libre, et j'attends de l'autre qu'il s'incline et qu'il me reconnaisse comme un sujet libre. J'espère et j'attends de l'autre qu'il renonce à sa volonté pour faire la mienne. Vous saisissez ça? Exemple, dehors. Je veux pas de cours de philo, casse-toi. Ça veut dire, fais ma volonté. Sois l'objet que je déplace selon mon vouloir. Parce que moi j'ai une volonté et toi t'en as pas. Toi t'es l'objet que je déplace. Premier mouvement. Sauf qu'en face, moi qu'est-ce que je fais? Je dis pas question que je bouge. Et donc, je suis pas un objet manipulable. Je fais pas ta volonté. Pourquoi? Parce que j'en ai une et elle est ferme. Et ma volonté est peut-être même plus forte que la tienne. Vous voyez ça? Cela, c'est ce que Hegel appelle la lutte des consciences. Chacun se sait conscience. Personne ne reconnaît à l'autre spontanément et naturellement une conscience qui est égale à la sienne. Donc A va essayer de niquer B. Première case, c'est quand j'arrive et puis qu'il essaie de me flinguer, qui m'objective et me réduit au rang de cadavre et veut me pousser dehors à la lit. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? A et B se tirent la bourre. Hein.
La petite flèche comme ça, c'est un symbole mathématique, ça veut dire se tirer la bourre. Hein. A et B se tirent la bourre, c'est-à-dire il y a une lutte des consciences, et cette lutte des consciences, c'est quoi? C'est une cacophonie parce que chacun lutte pour sa propre reconnaissance. Je veux que l'autre me traite comme une subjectivité, moi, et je veux que l'autre s'incline devant la force de ma subjectivité. Mais l'autre en face, il dit la même chose. Donc pendant un an, qu'est-ce qu'on fait? Ali et moi, dialogue de sourds. Lui, il veut me foutre dehors, et moi, je veux qu'il écoute, putain, mes leçons de philo, bon Dieu. Et donc, dialogue de sourds entre deux subjectivités qui veulent faire plier la subjectivité de l'autre. Jusqu'à des moments où des fois, il y a des basculements. Et le basculement, c'est quoi? C'est que soudain, l'autre peut être épaté, puis admet que j'ai une volonté forte. L'autre admet que j'ai une subjectivité, l'autre admet que j'ai une dignité. Vous me suivez toujours? Donc au fond, pour le dire autrement, qu'est-ce qui se passe? Ce mouvement-là, ici, là. 1, 2, 3. A tape sur la gueule à B, se tire la bourre entre A et B, B est plus fort que A est plus fort que B est plus fort que A. Ce mouvement incessant, c'est le mouvement de lutte des consciences entre A et B. C'est le moment où en fait je me confronte à l'autre, mais je le nie comme autre puisque je veux qu'il fasse mon vouloir. Mais en même temps, plus je me le frite, ça dure 1 an avec Ali, plus je me le frite, plus j'essaie de plier sa volonté, plus il se résiste, plus j'admets qu'il a une volonté. Donc la lutte contre l'autre, c'est le frottement, c'est la confrontation, mais c'est le seul moyen que j'ai, petit à petit, pour reconnaître et admettre qu'il y a chez l'autre quelque chose qui est de l'ordre de la volonté, de la subjectivité et de l'indépendance. Vous voyez ça? Vous le saisissez? C'est vachement important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux arriver à la reconnaissance réciproque, si tu veux aller jusqu'à la paix, là je vais vers l'autre, l'autre va vers moi, se serre la main. À la fin, qu'est-ce qu'il a fallu préalablement? Il a fallu préalablement que nous nous frictionnions. Il a fallu préalablement que nous nous confrontions l'un à l'autre. Pour le dire autrement, là où on s'était planté auparavant, avec mes deux Gugus, Descartes et Rousseau, c'est quoi? C'est que d'un côté comme de l'autre, il y avait une perception unilatérale. Soit l'autre est pur objet, soit l'autre est pur sujet. Donc l'autre est plus l'autre. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on dit avec Hegel? On est en train de dialectiser tout ça. On est en train de l'inscrire dans l'histoire. Et Hegel, il nous dit, plus tu te frites avec l'autre, plus tu n'as pas peur du conflit avec l'autre, plus vous allez vous reconnaître l'un l'autre. Arrêtez avec toutes ces conneries du consensus. Arrêtez avec toutes ces conneries du « en même temps ». Il ne faut jamais être en même temps, il ne faut jamais être synchrone avec l'autre. Il faut vivre des relations diachroniques. Il faut cultiver la mésentente, il faut cultiver le dissensus, il faut cultiver la friction et la confrontation, car c'est dans, par et grâce à la confrontation que peu à peu naît la reconnaissance. Le seul moyen que j'ai d'éviter la violence de la négation de l'autre, en le rejetant comme objet, ou en le niant comme double de moi, terrible violence dans les deux cas, le seul moyen que j'ai d'éviter la violence, c'est de choisir le conflit. Ce que dit Hegel. Et à la fin des fins, qu'est-ce qui se passe? À la fin des fins, A s'étant étant frotté à B, ayant découvert qu'il y avait dans B non pas simplement un objet à soumettre, mais une sensibilité à découvrir. Garde souvenance de cette friction à l'autre, parce qu'en se mesurant sans cesse à l'autre, lui aussi s'est affermi, lui aussi s'est approfondi, lui aussi on a appris un peu plus sur lui. Et donc en moi, il y a quelque chose que l'autre a déposé dans la friction qui m'a altéré et fait devenir mieux encore ce que je suis. Quelque chose qui m'a altéré dans le conflit et m'a fait devenir mieux ce que je suis. Alter ego. Mais c'était la même chose pour lui. Donc au fond de A, il y a du B, et au fond du B, il y a du A. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Le conflit, la confrontation vigoureuse,
et ne pas avoir peur du dissensus. Concluons, mes petits amis, pour avoir une demi-heure de débat si vous le souhaitez. Notre ami Hegel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, arrêtez de basculer du côté de l'alter ou du côté de l'ego. Tapez dans le trait d'union. Trait d'union, c'est quoi? C'est montrer en fait que la grande affaire, c'est quoi? C'est le rapport, c'est la relation. C'est pas tant essayer de penser l'autre, ou de penser moi comme étant l'accueillant de l'autre, mais c'est essayer de penser la relation, la confrontation. Et lorsque je pense la confrontation, la relation, eh ben, l'autre peut être tout autant l'enfer que le paradis. Il peut être tout autant celui qui me perd dans la relation objectivante de la première lutte que le paradis, c'est-à-dire celui qui me reconnaît et qui m'a appris sur ce que je suis moi dans la confrontation et dans la lutte. Et là, alors, il y a la condition de mon approfondissement, ce que j'appelle le paradis. Et alors cette fois-ci, on n'est plus simplement dans le choix de l'objectivation et de la subjectivation. C'est la dialectique. Dialectique, aller-retour en permanence, confrontation. Jamais je pourrais faire le tour de l'autre, jamais je pourrais le rejeter absolument, jamais je pourrais le faire absolument moi-même. Il conservera toujours cet écart, ce hiatus, qui fait qu'il y aura toujours de la friction. Et c'est tant mieux. Parce que c'est dans la friction, j'en apprendrai toujours plus sur lui, et moi sur lui, sur moi. Donc la grande affaire, c'est quoi? C'est l'enfer et le paradis. C'est ça, les autres. D'où, souvenez-vous, le petit dessin avec le A est dedans du B, et le B est dedans du A. Et donc ici, plutôt que de nier autrui, comme on l'a vu au début, avec Descartes, ou de nier autrui, comme on l'a vu au milieu, avec Rousseau, ici, essayer de comprendre que autrui, il est en moi, il est ce par quoi je m'affine. Il est ce qui m'altère, me frictionne et permet d'y voir plus clair sur ce que je suis en tant qu'ego. L'enfer, le paradis, c'est moi et les autres. J'ai fait deux trucs Parce que souvent, en fait, les gens qui viennent à la médiathèque, ils font du shiatsu, ou ils font de la gymnastique chinoise, ou ils font des choses comme ça. J'ai noté, hein. Ils sont très souvent curieux de l'Orient. Hein, donc, j'ai dit, je vais faire un truc comme ça pour faire accord avec la soirée. J'ai bien fait, je crois. Eh bien, il est temps de conclure, messieurs, dames. Il est temps de conclure. Il manque quelqu'un. Je l'ai dessiné, comme je l'ai écrit quand même. C'est l'ami Sartre. Hein. Sartre, effectivement, il a dit, malheureusement, l'enfer, c'est les autres. Il l'a évoqué comme ça lorsqu'il avait écrit sa pièce Huis clos. Et il a été désolé de ce que cela a été mal compris. Il ne parlait pas en général de ce que l'enfer fusse nécessairement les autres, ou que les autres ce soit là l'enfer. En fait, il voulait parler, dit-il, c'est les mots qu'il employait, des relations viciées. Lorsque les relations sont viciées, lorsqu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la violence, violence du rejet ou violence de la fusion sans doute, hein, il y a l'enfer dans la relation à l'autre. Mais il corrige et puis il dit ça. Je vous ai retrouvé en fait un joli passage et c'est avec celui-là que je vais conclure mon intervention. Donc nous allons le lire ensemble et ça va être le mot conclusif. Voilà ce qu'il nous dit en 64. L'enfer c'est les autres a toujours été mal compris. Pourquoi? Parce que les autres sont au fond ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Et donc voilà, si vous voulez, j'ai trouvé cette phrase intéressante parce que elle vise à dire que c'est un petit peu le symbole que j'ai utilisé à la fin, si vous voulez. Hein. Il y a une compénétration de moi et des autres, mais cette compénétration de moi et des autres, il faut la comprendre comme étant marquée au saut la dialectique de la conflictualité. Et pour le dire autrement, et je vais conclure avec ça, si vous voulez, peut-être que ne pas se rendre service à soi et ne pas rendre service aux autres aussi, c'est peut-être respecter l'identité. Je vous remercie.